Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je reçois aujourd'hui Aram Ghazalian, qui est chirurgien orthopédiste et chef de service à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Bonjour, Aram Ghazalian, et merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci à vous, bonjour. Pour commencer, j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu votre profession, en fait, votre parcours brièvement dans le domaine médical. Quelle est votre spécialité, en fait? Alors, je fais de la chirurgie de la main, de l'adulte et de l'enfant. J'ai été formé à Lyon, mais aussi dans d'autres endroits, en France et à l'étranger. J'ai développé ma carrière essentiellement dans le milieu libéral, à la clinique du Parc à Lyon, tout en gardant en continuité une activité hospitalière qui a été orientée sur la chirurgie de la main de l'enfant dans les hôpitaux de Lyon, que j'ai aussi développé en libéral, et également sur le programme des greffes de main, qu'on appelle les allogreffes de main, dont je suis responsable chirurgical depuis 2005. Et du coup, pour en venir à l'Arménie, vous avez organisé, enfin, vous êtes rendu plusieurs fois en Arménie pour mener des missions humanitaires, médicales et patriotiques, comme vous dites. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez organisé ça sur place? En effet, je suis allé 5 fois en Arménie depuis octobre. En octobre seul, en novembre, accompagné d'un groupe de jeunes chirurgiens de mon entourage, de l'hôpital, qu'il s'agisse de chefs de clinique faisant de la chirurgie de la main ou du membre supérieur, ou bien de chirurgiens, en l'occurrence une fille plasticienne, et accompagné d'Alain Turuk-Dichan aussi, qui est chirurgien de la main à Dijon. Ça, c'était novembre. Je peux nommer les jeunes chirurgiens français non arméniens qui nous ont accompagnés, Victor Rudka, Arnaud Walsh, Sophie Brosset. Puis en janvier et en mars, alors là, sous la bannière des Hospices civils de Lyon. Les 2 premières missions d'octobre et novembre ont été soit individuelles, soit sous la bannière de l'Union médicale arménienne de France, région Rhône-Alpes, qui a beaucoup œuvré en Arménie à l'occasion de ce conflit. Et donc, janvier et mars, c'était des missions qui étaient sous la bannière des Hospices civils de Lyon, qui ont été sollicitées comme les autres CHU de France, de la part du gouvernement français, pour initier en Arménie des programmes de soutien et d'aide médicale que l'on pourra peut-être envisager comme pouvoir se développer au-delà de la période d'urgence dans des programmes de collaboration et de développement. La 5e mission de mai, dont je suis rentré il y a une dizaine de jours, était là sous la bannière de l'Union médicale arménienne de France également. Les missions de janvier et de mars, nous étions 8. Les personnes que je mentionnais, doublées d'une équipe de praticiens hospitaliers lyonnais. J'y ajoute Alain Turuk-Dichan de Dijon, que j'ai sollicité sur des axes de soutien et de développement qui me paraissaient nécessaires à soutenir, car j'ai trouvé des domaines d'intervention et des domaines de spécialité un peu insuffisants en Arménie, à savoir le traitement de la douleur, le traitement de l'infection, en particulier l'infection osseuse, les lésions des soldats étant des lésions pénétrantes, avec des délais de prise en charge forcément un peu longs, sont des lésions qui sont très
très facilement évolutive vers l'infection. Donc la douleur, l'infection, mais aussi la rééducation, qui doit être engagée très vite dans les lésions des membres pour éviter des complications telles que des raideurs ou des exclusions fonctionnelles des membres abîmés, en particulier les mains. Et un quatrième axe de développement, à part la douleur, l'infection et la rééducation, qui est l'évaluation de la fonction du nerf périphérique. Les nerfs qui sont ces structures qui vont du cerveau jusqu'à l'extrémité des membres et qui assurent la sensibilité et la motricité. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un peu ma spécialité, et aussi parce que les lésions que présentent les soldats étaient en particulier nerveuses. Les lésions des membres sont, on dit, multitissulaires parce qu'un éclat d'obus ou une balle, essentiellement les éclats, provoquent des lésions sur tout leur trajet et donc concernent tous les tissus que compose un membre supérieur, à savoir la peau, mais ce qu'il y a dessous également, les muscles, les tendons, les nerfs, les vaisseaux. Et les lésions des nerfs sont un peu délaissées. C'est assez naturel parce que le nerf ne fait pas survivre un membre. Ce sont les vaisseaux qui font survivre un membre. Mais les nerfs en assurent la fonction. Et rétablir la fonction des nerfs avec la chirurgie reconstructrice des nerfs était un domaine qu'il fallait développer, qu'il faut encore développer. Et pour ça, on a besoin non seulement de l'examen du membre, savoir est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il est paralysé, mais aussi son évaluation avec des moyens tels que l'échographie des nerfs, qui nous permet de déterminer, par exemple, la continuité d'un nerf, est-ce qu'il est coupé ou pas. Et puis, ce qu'on appelle l'électroneurommyographie, qui est un examen qui est susceptible de nous donner, avec des critères électrophysiologiques, le fonctionnement du nerf. Des spécialistes nous ont accompagnés, m'ont accompagné pour cela. Et en termes de besoins, par exemple, matériels, je pense par exemple aux prothèses ou aux appareils, peut-être pour réaliser les diagnostics, est-ce que vous avez des lacunes dans ce domaine-là sur place? Il y a des lacunes, mais ce ne sont pas les plus importantes. Je reste à considérer que l'essentiel en médecine, c'est la connaissance. Et la connaissance, elle est dans la tête et puis dans la pratique. Elle est dans les acquisitions, les études. Elle permet la connaissance, si ce n'est de ne pas pouvoir faire ce qui devrait être fait, au moins de ne pas faire ce qui ne doit pas être fait. Ça vient en premier, vraiment. Et les besoins existent, certes. Par exemple, pour revenir au nerf périphérique, en Europe, aux États-Unis, dans les pays où on pratique bien cette chirurgie, on utilise de la colle biologique. C'est une colle qui est produite à partir de dérivés du sang humain et qui facilite les réparations et qui en augmente aussi l'efficacité. Sans priver, c'est dommage. On peut faire sans colle, mais c'est plus laborieux, plus difficile, moins bien. Et cette colle, elle n'est pas disponible sur le marché en Arménie. Et en plus, aujourd'hui, cette colle doit circuler congelée. C'est tout un problème pour l'acheminer congelée ou en mesure d'être utilisée en cours de décongélation en Arménie. Donc ça manque. Ça demande à être réglé. Et ça, c'est une question à la fois d'accord avec les institutions qui s'occupent de l'approvisionnement des pharmacies en Arménie, en commençant par le ministère de la Santé, et aussi les accords commerciaux. Ce n'est pas très cher d'ailleurs, mais ça demande toute une organisation pour être acheminé. D'accord. Sur les autres moyens, par exemple, ils ont les échographes, ce qui permet de faire les échographies de bonne qualité. Le spécialiste qui est venu faire ces échographies et les enseigner, parce que toute une partie, bien entendu, de cette collaboration a pour objectif de transférer des connaissances
auprès de personnes qui en ont la curiosité, j'allais dire l'avidité, et ils existent. Donc, les échographes existent, les électroneuromyogrammes existent. Guy Chopinaz en a apporté un nouveau au cours de la dernière mission. Il y en a besoin. Et la rééducation, elle repose là encore essentiellement sur les connaissances. Je ne parle pas là de l'appareillage prothétique, les prothèses de membres, Mhm. qui servent à traiter, par exemple, les amputations. Entre parenthèses, on n'est pas en condition en Arménie d'envisager des greffes de membres telles qu'on le fait en France, on en parlait tout à l'heure. Ça demande toute une organisation et toute une évolution, j'allais dire, culturelle pour pouvoir aboutir. Et est-ce que cette fois-ci, vous avez pu vous rendre dans le cadre de vos missions en Alsar pour officier ou pas? Non, non, je ne l'ai pas fait. Je pensais que ce n'était pas ma place. La chirurgie du front est une chirurgie particulière que moi j'aurais mal su faire. La chirurgie du front de première ligne, est extrêmement éprouvante. Elle consiste à faire le tri parmi les blessés, malheureusement les blessés mourants qu'on ne va pas pouvoir sauver, et puis les blessés dont les lésions vont être trop importantes pour pouvoir sauvegarder le membre et qui vont être amputés. Et pour les autres, faire très vite, c'est-à-dire nettoyer, ôter les tissus dévitalisés qui ne sont plus vivants, nettoyer encore, et c'est vraiment le plus important, fixer les fractures avec des systèmes qu'on appelle des fixateurs externes qui vont être implantés à travers la peau en amont et en aval de la fracture pour la stabiliser de façon assez rapide, revasculariser si le membre n'est pas vivant, mais ça, c'est rarement possible, mais ça a pu l'être parfois sur la ligne de front, en particulier à Stepanakert, et ensuite transférer les patients qui sont très rapidement transférés, soit dans des villes secondaires d'Arménie, soit dans la capitale, où la répartition entre les structures accueillantes de ces patients a été, je dois dire, assez bien faite, assez rapide, assez bien orientée dans les structures où on pouvait les prendre en charge. Vous me parliez tout à l'heure d'expérience de chirurgie de guerre. Je dois dire que on a appris, on a tous appris, y compris nos confrères arméniens qui sont plus habitués que nous, parce que les armes ont changé. Les blessures qui, en 91, étaient essentiellement des blessures par balle, étaient ici des blessures par éclat, avec les bombes à sous-munitions, qui provoquent des lésions d'un autre ordre, auxquelles il faut s'habituer de façon à pouvoir les appréhender le mieux possible. En particulier, par exemple, une petite plaie sur la peau peut provoquer avec un éclat d'importantes lésions sous-jacentes et qu'il faut savoir explorer, c'est-à-dire aller chercher, aller voir. C'est en particulier vrai pour les lésions des nerfs. Est-ce que vous avez aussi fait face aux blessures dues à l'utilisation du phosphore blanc, par exemple? Alors, de façon accessoire, parce que ce n'était pas notre spécialité. Ça concerne surtout les spécialistes de la couverture cutanée, des brûlures. Mais oui, il y en a eu. C'est gravissime. On en meurt si on est exposé beaucoup. Et ce sont des lésions qui sont assez dévastatrices sur la peau et qui sont évolutives. C'est-à-dire qu'une brûlure au phosphore ne va pas donner le plein effet de sa lésion au moment où elle se produit. Elle se continue avec le temps. Et donc, elle demande une approche particulière avec ce qu'on appelle des parages, c'est-à-dire des excisions successives. Et est-ce que lors de vos missions, vous avez pu compter sur l'aide, par exemple, des institutions du gouvernement, ou est-ce que ça a beaucoup aussi reposé sur vos interactions, vos contacts passés, on va dire? L'appui gouvernemental
structurel, réglementaire, a joué son rôle, en particulier dans le transfert des patients. Bien entendu. Maintenant, du point de vue du soutien logistique apporté aux opérations, oui, mais relativement faible. Il y a là une question qui revient souvent, qui est celle de la coordination. Ceci dit, il est extrêmement difficile d'être coordonné en médecine déjà, et en particulier dans une situation urgente de conflit comme celle-ci. On manque beaucoup d'une plateforme, et ce serait normalement le rôle du ministère de la Santé en Arménie, une plateforme qui nous permette de savoir en temps réel qui fait quoi et où. En particulier dans le domaine de l'humanitaire, ça permettrait d'une part d'éviter des doublons d'intervention et ça améliorerait la coordination et les échanges. On est encore dans une situation où on manque encore de cette plateforme de coordination. Les perspectives de vos missions, quelles sont-elles du coup pour les prochains mois ou pour l'année à venir? On se rappelle, quand on entend cette question, la trajectoire qu'a suivi l'effort de soutien médical à l'Arménie à l'époque du tremblement de terre de 88. J'avais 30 ans. Et celui qui a suivi la première guerre du Haut-Karabakh dans les années 90. Il y a différentes étapes, et ces étapes sont comme des propositions qui sont offertes, ou en tout cas exposées, à ceux qui veulent apporter un soutien. Il y a la phase de l'urgence, où on fait ce qu'on peut dans l'immédiateté, avec ce qu'on a, pour répondre à des besoins qui sont ceux de l'urgence, des besoins qui sont des besoins humains, des soutiens fraternels et psychologiques aussi. Et on vous dira en Arménie, et on nous l'a dit tellement souvent, qu'est-ce que c'est bon de vous avoir à côté de nous pour faire face, indépendamment de ce qu'on apporte, n'est-ce pas? Et après cette phase d'urgence, il y a la phase du développement. Parce que l'événement intervient dans un pays qui a un niveau de développement donné. Et ce niveau, comme tous les niveaux partout dans le monde, mérite d'être développé. Et là, on a le droit, si on en a la volonté et le courage, de développer des programmes de collaboration destinés à améliorer l'offre de soins en Arménie. Ça, c'est la phase qui suit et elle n'a pas de limite, cette phase. Ce mouvement que l'on pourrait comprendre comme un mouvement qui va généreusement d'une population à une autre n'est pas unidirectionnel. En réalité, il y a comme un dialogue qui s'installe, comme une dialectique entre des personnes qui ont, ou des populations qui ont des besoins de soutien et d'aide, et des populations qui ont d'autres besoins et d'autres possibilités. Et la possibilité de pouvoir aider ne suffit pas pour fonctionner. Il faut aussi un besoin. Et ce besoin repose pour un Arménien sur des notions qu'on évoquait tout à l'heure, comme le sentiment d'appartenance. Ça fait mal de savoir que ses frères sont dans une sale situation. Mais ça procède pour les non-arméniens de dispositions particulières qui répondent aussi à des besoins, celui de vouloir porter l'aide, d'autant plus si on considère que
la population qui en est destinataire, j'allais dire, le mérite, en a besoin et est en situation de recevoir cette aide. Monsieur Gazarian, merci beaucoup pour votre temps, pour votre énergie et on vous souhaite tout le meilleur pour les suites de vos missions. Bravo à vous et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, merci à vous. Bonne suite pour tout.